Saviez-vous que plus de 70% de la surface terrestre est recouverte d'eau, contenant environ 1386 millions de kilomètres cubes de liquide vital? Cette immensité aquatique que nous appelons océan est bien plus qu'un simple corps d'eau. C'est le cœur battant de notre planète, un formidable régulateur climatique et le berceau de toute vie que nous connaissons. Cependant, la présence d'un tel volume d'eau dans un monde qui a commencé comme une sphère de roches fondues et de gaz incandescents est une énigme scientifique qui a captivé des générations de chercheurs. Comment ces vastes étendues liquides se sont-elles formées n'est pas une question triviale. C'est une enquête fondamentale sur l'origine de notre propre foyer cosmique et l'apparition improbable de la vie elle-même. Pour comprendre ce mystère, nous devons remonter le temps, des milliards d'années en arrière jusqu'aux origines de la Terre. Visualisez un monde primordial, fraîchement formé il y a environ 4540 millions d'années à partir d'une nébuleuse solaire, un disque de gaz et de poussière tournant autour d'une jeune étoile, notre Soleil naissant. Cette planète, à ses débuts, ne ressemblait en rien à l'orbe bleu que nous connaissons aujourd'hui. C'était une boule bouillonnante, un enfer en fusion, avec des températures dépassant largement les 1000 degrés Celsius, une véritable couveuse de roches liquides. À cette époque, la Terre était dans un état d'accrétion intense, accumulant de la matière par des collisions constantes avec des astéroïdes et des planétésimaux. L'énergie libérée par ces impacts, ajoutée à la chaleur de la désintégration radioactive des éléments à l'intérieur de son noyau, a maintenu la planète dans un état complètement fondu. Il y avait un vaste océan de magma qui couvrait toute la surface, une mer de roches liquides qui s'étendait à perte de vue. Dans cet environnement extrême, toute molécule d'eau qui aurait pu être présente, que ce soit sous forme de vapeur ou comme partie des minéraux en formation, était piégée dans un cycle d'évaporation instantanée. Les conditions étaient si hostiles que l'eau telle que nous la concevons aujourd'hui ne pouvait tout simplement pas exister sous sa forme liquide ni même se condenser. Il n'y avait pas d'océan, seulement une atmosphère primitive et dense composée principalement de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, produit de l'intense activité volcanique et du dégazage du magma. L'une des théories les plus robustes et largement acceptées sur l'origine de la majeure partie de l'eau sur Terre se concentre précisément sur ce processus de dégazage volcanique. À mesure que la Terre primitive a commencé à se refroidir progressivement, un processus qui a pris des millions d'années, la croûte terrestre a commencé à se solidifier, bien que de manière intermittente et explosive. Les éruptions volcaniques étaient beaucoup plus fréquentes et violentes que celles que nous connaissons aujourd'hui. Imaginez la fureur de 1000 volcans en éruption simultanée, une symphonie assourdissante d'explosions et de coulées de lave. Ces volcans, omniprésents sur la surface encore en formation, expulsaient non seulement de la lave, mais aussi des quantités massives de gaz piégés à l'intérieur du manteau terrestre. Parmi ces gaz, la vapeur d'eau, connue chimiquement sous le nom de H2O, était l'un des composants les plus abondants. Cette vapeur d'eau, ainsi que le dioxyde de carbone, l'azote et d'autres composés soufrés, montaient vers l'atmosphère primitive. Avec le temps, à mesure que la température de la surface terrestre continuait de diminuer en dessous de 100 degrés Celsius, un point critique fut atteint. La vapeur d'eau dans l'atmosphère commença à se condenser, formant des nuages gigantesques et denses. Pensez à la vapeur qui s'échappe d'une casserole d'eau bouillante, mais à une échelle planétaire. Une fois que les températures permirent la condensation, une pluie torrentielle, aux proportions bibliques et qui dura des milliers, peut-être des millions d'années, commença à tomber sur la surface rocheuse. Cette pluie incessante fut la genèse des premiers océans de la Terre. L'eau accumulée dans les dépressions de la croûte solidifiée forma les mers primordiaux, salées dès le début en raison de la dissolution des minéraux des roches et de l'activité hydrothermale. Ce processus de dégazage ne fut pas un événement unique, mais un phénomène continu qui persista pendant des centaines de millions d'années et contribue encore aujourd'hui, dans une moindre mesure, à l'atmosphère et aux océans par l'activité volcanique actuelle, bien que de manière beaucoup moins drastique. Par exemple, sur le mont Etna en Sicile ou le Kilauea à Hawaï, nous voyons des processus de dégazage qui, bien qu'à une échelle infiniment plus petite, sont un écho de ces temps primordiaux. Cependant, la théorie du dégazage volcanique à elle seule n'explique pas entièrement la composition isotopique de l'eau terrestre. C'est ici qu'intervient la deuxième théorie principale, celle de l'apport extraterrestre. Pendant les premiers 600 millions d'années de son existence, la Terre fut bombardée sans relâche par une myriade d'objets cosmiques, comètes, astéroïdes et météorites. Cette période est connue sous le nom de grand bombardement tardif. Les comètes sont, en essence, des boules de neige cosmiques.
Elles se forment dans les régions les plus froides et les plus externes de notre système solaire, comme la ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort. Elles sont composées principalement de glace d'eau, de dioxyde de carbone gelé, de méthane, d'ammoniac et de particules de poussière rocheuse. Leur réputation de fournisseur potentiel d'eau pour la Terre est bien méritée. Lorsque ces corps impactaient notre planète, la glace qu'ils contenaient s'évaporait et était libérée dans l'atmosphère, contribuant potentiellement à l'accumulation d'eau. Cependant, un défi à la théorie cométaire est apparu de l'étude de la proportion de deutérium, un isotope lourd de l'hydrogène, par rapport à l'hydrogène normal dans l'eau. Cette proportion, connue sous le nom de D sur H, est une sorte d'empreinte digitale isotopique. L'eau des comètes, en général, a montré une proportion de deutérium sur hydrogène significativement plus élevée que celle de l'eau des océans terrestres. Par exemple, des mesures réalisées par la sonde Rosetta de l'Agence spatiale européenne sur la comète 67P Churyumov-Gerasimenko ont révélé une proportion de deutérium sur hydrogène qui était 3 fois supérieure à celle de l'eau terrestre. Cela a suggéré que les comètes, du moins celles de leur type, ne pouvaient pas être la source principale de nos océans. Cela nous amène à considérer les astéroïdes. Tous les astéroïdes ne sont pas de simples roches sèches. Il existe une classe spécifique, les astéroïdes chondritiques carbonés, qui sont particulièrement intéressants. Ces corps, qui se sont formés plus près du Soleil que les comètes, mais encore suffisamment loin pour incorporer des volatiles, contiennent une quantité considérable de minéraux hydratés, c'est-à-dire des minéraux qui ont des molécules d'eau piégées dans leur structure cristalline. Lorsqu'un astéroïde de ce type impacte la Terre, la chaleur de l'impact libère l'eau contenue dans ces minéraux. Ce qui est fascinant, c'est que le rapport deutérium-hydrogène dans l'eau libérée par nombre de ces astéroïdes chondritiques carbonés est étonnamment similaire à celui de l'eau de nos océans. Des missions comme la mission Dawn de la NASA, qui a étudié l'astéroïde Vesta et la planète naine Cérès, ont fourni des informations précieuses sur la composition de ces corps. La présence de minéraux hydratés a été détectée sur Cérès, ce qui renforce l'idée que les astéroïdes auraient pu être une source d'eau significative. La vision scientifique actuelle est que très probablement, une combinaison des deux processus, le dégazage volcanique et l'apport extraterrestre, fut responsable de la formation des océans. Le dégazage volcanique a fourni une quantité substantielle de l'eau initiale à mesure que la Terre se refroidissait et se solidifiait. Ce processus fut fondamental pour établir l'atmosphère primitive et jeter les bases de l'accumulation d'eau liquide. Cependant, l'apport ultérieur d'astéroïdes chondritiques carbonés durant le grand bombardement tardif, et peut-être même avant, a pu compléter significativement cette réserve d'eau, ajustant la composition isotopique à celle que nous observons aujourd'hui. C'est un scénario dynamique et complexe où différentes sources ont contribué à la vaste étendue liquide qui soutient aujourd'hui la vie. Au-delà de leur formation initiale, les océans ne sont pas des entités statiques. Ils ont interagi et continuent d'interagir dynamiquement avec l'intérieur de la Terre au fil des éons par un processus géologique fondamental, la tectonique des plaques. Ce mécanisme, qui déplace lentement les grandes sections de la croûte terrestre, joue également un rôle crucial dans le cycle global de l'eau. Lorsqu'une plaque océanique glisse sous une autre dans ce que l'on appelle les zones de subduction, les sédiments et les roches de cette plaque, qui ont été en contact avec l'eau océanique pendant des millions d'années, sont hydratés, c'est-à-dire qu'ils ont absorbé et stocké des molécules d'eau dans leur structure minérale. À mesure que cette plaque s'enfonce plus profondément dans le manteau terrestre, les hautes pressions et températures provoquent des changements dans ces minéraux. L'eau, une fois piégée, est libérée. Une partie de cette eau libérée contribue à la fusion partielle du manteau, ce qui, à son tour, alimente l'activité volcanique à la surface, formant souvent des arcs insulaires volcaniques ou des chaînes de montagnes avec des volcans actifs, comme la cordillère des Andes en Amérique du Sud. Ce processus renvoie l'eau à l'atmosphère sous forme de vapeur via les éruptions, clôturant un cycle. Une autre partie de l'eau libérée peut retourner au manteau profond, où l'on pense qu'existent de vastes réservoirs d'eau encore imparfaitement compris. D'autre part, au niveau des dorsales océaniques, là où les plaques se séparent et où de nouveaux matériaux du manteau remontent pour former une nouvelle croûte océanique, il y a aussi un échange d'eau. L'eau de mer s'infiltre dans les fractures de la croûte nouvellement formée, interagit avec les roches chaudes et subit des réactions chimiques avant d'être à nouveau expulsée vers l'océan par les cheminées hydrothermales, également connues sous le nom de fumeurs noirs. Ces systèmes sont des véritables laboratoires sous-marins qui recyclent l'eau et les minéraux, affectant la chimie océanique. Ce cycle constant d'hydratation, de subduction, de libération et de retour via la tectonique des plaques démontre que l'eau de la Terre n'est pas seulement un réservoir superficiel, mais qu'elle
fait partie intégrante de la dynamique géologique de notre planète. Le volume total d'eau à la surface terrestre a légèrement fluctué au cours de milliards d'années, influencé par ses processus internes et par des changements climatiques mondiaux, tels que les périodes glaciaires qui piègent de grands volumes d'eau sous forme de glace. La présence d'eau liquide à la surface de la Terre a été un facteur absolument décisif pour l'apparition de la vie. L'eau agit comme un solvant universel, permettant aux molécules complexes nécessaires à la vie de se dissoudre et de réagir entre elles. Elle fournit un milieu stable pour que les réactions chimiques qui ont abouti à la formation des premières cellules puissent avoir lieu. Les océans primordiaux, riches en éléments dissous et en énergie, ont été le bouillon de culture où la vie microscopique a pu s'épanouir il y a environ 3,8 milliards d'années. De plus, l'eau océanique joue un rôle crucial dans la régulation du climat mondial. Sa haute capacité calorifique lui permet d'absorber et de libérer de grandes quantités d'énergie thermique très lentement, modérant les températures extrêmes entre le jour et la nuit et entre les saisons. Les courants océaniques, comme le courant du Golfe, transportent la chaleur des régions équatoriales aux régions polaires, distribuant l'énergie et stabilisant le climat mondial. Sans ces océans, la Terre serait une planète avec des variations de température extrêmes, beaucoup moins propices à la vie complexe que nous connaissons aujourd'hui. Malgré les avancées significatives dans notre compréhension, il existe encore des questions fascinantes sans réponse concernant le mystère des océans. Par exemple, quelle fut la proportion exacte d'eau apportée par le dégazage volcanique par rapport à celle apportée par les astéroïdes? La recherche actuelle continue d'affiner les modèles et de chercher davantage de données isotopiques provenant d'échantillons d'astéroïdes et de comètes. Une autre grande question est la quantité d'eau qui existe dans l'intérieur profond de la Terre. On pense que le manteau terrestre contient des quantités d'eau dissoutes dans des minéraux ou piégées dans des structures cristallines, possiblement équivalentes à plusieurs fois le volume de tous nos océans de surface. La bridgemanite, un minéral commun dans le manteau inférieur, pourrait stocker des quantités significatives d'eau dans sa structure, agissant comme un vaste réservoir caché. Comprendre comment cette eau profonde se comporte et comment elle interagit avec le cycle de surface est un domaine actif de la recherche sismologique et géophysique. La science moderne, avec le développement de technologies avancées telles que la sismologie à haute résolution et les missions spatiales vers les corps glacés du système solaire, continue de démêler ces interactions complexes. La mission OSIRIS-REx de la NASA, par exemple, a ramené des échantillons de l'astéroïde Bennu sur Terre, et l'analyse de sa composition minéralogique et de sa teneur en volatile apportera sûrement de nouvelles pièces à ce puzzle cosmique. De même, de futures missions vers les lunes glacées de Jupiter et Saturne, comme Europa Clipper et Dragonfly, pourraient en révéler davantage sur l'abondance et l'origine de l'eau sur d'autres corps célestes, nous offrant des indices supplémentaires sur notre propre histoire aquatique. Comprendre comment la Terre a obtenu son eau, c'est comprendre un pilier fondamental de notre propre existence et de celle de tout écosystème terrestre et marin. C'est l'histoire d'une planète qui, contre toute attente, s'est transformée d'une sphère de feu en un oasis bleu vibrant, capable d'abriter la vie dans ses formes les plus diverses et étonnantes. C'est un récit de résilience géologique et de l'extraordinaire confluence d'événements cosmiques qui ont fait de la Terre le lieu spécial qu'elle est. La prochaine fois que tu regarderas l'océan, ressens son immensité, son ancienneté et l'incroyable histoire de sa formation. Souviens-toi que chaque goutte que tu vois a voyagé à travers les éons depuis l'intérieur ardent de la Terre ou depuis les profondeurs glacées de l'espace. C'est le témoignage d'un voyage planétaire fascinant, un mystère qui continue de révéler ses secrets à la persistance de la curiosité humaine. Si cette plongée profonde dans les origines de nos océans a capturé ton imagination, nous t'invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer nos futures expéditions vers la connaissance. Laisse un pouce bleu sur cette vidéo si tu as appris quelque chose de nouveau et de fascinant et partage cette histoire avec ceux qui, comme toi, s'émerveillent devant les grands énigmes de notre univers. Laisse un commentaire ci-dessous avec tes réflexions ou toute question qui t'est venue à l'esprit, car ensemble, nous continuons d'explorer.